Amis de l'Homme en Noir, bonjour. Ouais. Oui, j'apprécie vraiment vos émissions depuis le départ. Tout le monde en parle, me manque énormément. C'est pour moi une émission culte. À l'époque, je sortais beaucoup et il n'y avait pas un samedi soir où je ne l'enregistrais pas. Et je me la repassais en prenant mon petit-déj le lendemain. À midi. Voilà, c'est ça, en mode Le brunch. lundi. Et je trouve qu'on apprenait des choses. En même temps, vous avez un côté extrêmement cash, irrévérencieux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce livre, écoutez, parce que moi je suis malvoyante, donc je ne l'ai pas lu, je l'écoute en PDF. Je l'ai écouté d'une traite, c'est-à-dire que j'ai revécu les moments cultes de l'émission, comme j'ai une bonne mémoire, ils sont revenus et ça m'a fait rire. Et puis vous en prenez vraiment pour votre grade. Moi j'étais très surprise là-dessus, parce que vous êtes autant apprécié sur le côté professionnel, très rigoureux, mais justement, vous avez les qualités de vos défauts. C'est-à-dire que votre staff n'est pas du tout indulgent par moment, quoi. Oui, je sais. Ils vous ont rhabillé pour l'hiver. Je me suis viré. Très honnête. Est-ce que vous les avez vrai, virés, ça déjà, non, mais moi, j'ai à côté le pauvre, je pense tout le temps à Karl Lagerfeld depuis qu'il est mort, parce que vraiment... Et moi, je me reconnaissais en lui, parce qu'il était avant tout rigoureux. Mais vous savez, être exigeant avec les autres, ça n'a d'intérêt que si vous l'êtes d'abord avec vous-même. Moi, je suis très exigeant avec moi-même. Vraiment, je me fais du mal, hein, vraiment. Et après, ça m'autorise, je pense, de révolutionner la manière d'interviewer, parce que tout le monde se souvient évidemment de cette interview culte avec Rocard. Suissé s'est trompé. Enfin, il fallait avoir un culot monstre quand même. Ça reste encore actuellement. Il fallait d'abord avoir amadoué Rocard. Parce que j'ai amadoué Rocard. Parce qu'en fait, je vais parler d'abord. On a fait une interview qui a duré un quart d'heure sur le PSU. L'époque où il s'appelait Michel Servet, la CSG. Rocard me dit, c'est la première fois à la télé qu'on me parle de la CSG, etc. Et puis après, tout le temps, je m'amuse avec mes invités, moi. C'est-à-dire, c'est un deal, 50-50, tu viens, je raconte ta promo, et après, dans le reste du temps, je m'amuse avec toi. Et Rocard, je lui ai fait l'interview à l'Alerte Rose. Non, mais c'est ça votre force, c'est que vous ne les prenez pas frontalement, en fait. Vous arrivez à avoir un rapport amical avec eux. Si je n'avais fait que l'interview à l'Alerte Rose ce soir-là, Michel Rocard aurait pu se plaindre, ça c'est sûr. Et moi, j'aurais aimé savoir, justement, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez un fils spirituel dans le PAF? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est quand même un peu âgé pour être mon fils, mais qui est Frédéric Tadei. La scolarisation est le premier échelon à l'intégration. Simplement, moi j'œuvre beaucoup sur les questions d'accessibilité et les questions d'intégration d'adultes en entreprise. Vous savez très bien, on ne va pas se le cacher, moi j'en ai marre des bons sentiments. La majorité des entreprises préfèrent payer une amende plutôt que d'avoir à respecter les 6% de quota obligatoire d'embauche à une personne handicapée. Qu'est-ce que le gouvernement Macron va faire sur ces questions liées à l'emploi, liées à l'administratif plus globalement, qui est une horreur au quotidien, comme vous le savez, puisqu'on doit passer son temps à justifier d'exister alors que nous sommes fichés dans tous les services et que nous sommes beaucoup dans les milieux associatifs, en tant qu'acteurs dans le domaine, à vouloir une simplification, parce que c'est plus possible, surtout quand on compare aux pays nordiques ou à des pays européens, même comme le Portugal et l'Espagne. Que comptez-vous faire déjà pour l'intégration professionnelle? Deux réponses. Ce matin, j'étais en concertation avec tous les organisations syndicales, patronales et les associations pour la clôture de ma première concertation sur la rénovation d'emploi des personnes handicapées. 30 ans après la loi de 87 qui impose ce 6%, on est à 3,5%. Donc on voit bien que ça ne marche pas, que les entreprises préfèrent payer. Donc on a fait trois choses. On simplifie drastiquement les déclarations. Aujourd'hui, pour une entreprise, c'est un formulaire de 80 pages à remplir, article par article, etc. C'est décourageant. Ils le sous-traitent à des comptables, ils ne voient même pas qu'ils ont une obligation d'emploi et qu'ils doivent payer. Donc on simplifie et on embarque dans l'automatisation, ça c'est la partie entreprise. Pour les travailleurs handicapés, on va simplifier, vous avez raison, c'est le rapport d'Adrien Taquet et de Jean-François Serre sur Plus simple la vie. On a des pistes remarquables de simplification. Il faut arrêter de demander aux personnes qu'elles prouvent leur handicap tous les 2 ans. J'ai une fille trisomique, j'aimerais bien qu'elle soit guérie tous les 2 ans. Ce n'est pas le cas. Donc on va pouvoir faire des droits, et je dis bien parfois des droits à vie. Donc il faut qu'on renverse la preuve, que ça soit à l'administration de prouver qu'il y a peut-être un changement, ou à la personne de demander s'il y a un changement, mais qu'on soit dans la confiance de l'expertise des personnes et des parents pour pouvoir demander les besoins de compensation. Merci. Donc ça, c'est une chose. Pilas de nous avoir accompagnés pour cette interview à l'occasion du Haut-Day. J'ai une question pour vous en quelques mots. Elle sert à quelque chose cette journée, en dehors du plaisir qu'on ait en ce moment, ce soir, à travailler ensemble? Merci Yves, c'est très agréable pour la remarque. Je pense que toute sensibilisation est bonne à prendre.
Bien sûr que beaucoup en parlent comme étant un coup de communication, mais moi qui suis la première à sensibiliser sur le handicap visuel et le handicap dans sa globalité, j'estime que c'est quand même nécessaire parce que nous sommes 12 millions en France, qu'il y a peu d'intégration encore à ce jour, que nous sommes extrêmement en retard en termes administratifs, de scolarisation, socialement parlant, et que de ce fait, nous devons avoir une visibilité plus importante, politique, médiatique, extérieure quelle qu'elle soit, parce que nous sommes des individus à part entière et que, je tiens à le rappeler, la maladie comme le handicap peut toucher tout le monde du jour au lendemain. Personne n'est à l'abri de rien. Et vous venez de nous prouver que les handicapés ou les personnes en situation de handicap sont des travailleurs comme les autres, et nous avons pris beaucoup de plaisir aussi à vous accueillir ce soir. Merci. Vous restez avec nous. Merci. Toutes les femmes aimeraient recevoir un texte pareil, être une muse de ce style, c'est magnifique. Non mais c'est tout en délicatesse, il n'y a rien de pathos, vraiment, j'aime beaucoup. Cher Fabien, je vous suis depuis le premier album. Oui, ça fait très flippant dit comme ça. Mais... Elle est inquiétante cette fille. Ouais, j'apprécie vos textes. Alors je vais vous expliquer en 2 temps pourquoi je les apprécie. Vous dénoncez des faits de société. Là, j'ai vraiment bien aimé les arrangements de ce dernier album parce que c'est la première fois qu'on vous entend chanter. Il y a des rythmes latinos, donc vous allez sur une autre voie qui est sympathique, donc c'est inédit. Et j'apprécie aussi votre combat. Alors, je vais pas faire de misérabilisme parce qu'une fois de plus, c'est pas du tout mon style. Et moi, j'aime les actions positives. Et vous êtes un parfait exemple. Et je me retrouve justement dans ce que vous défendez, même si nous avons nos éducations, nos personnalités et que personne ne se ressemble. Mais de par votre accident, vous en avez fait quelque chose d'optimiste. Une énergie positive. Complètement. Plutôt que de rester dans un coin, de pleurer, d'être déprimé, ce qui est complètement légitime. Vous avez décidé du plan B. Et le plan B, ça peut être une très bonne chose parce que c'est un moyen comme un autre de s'en sortir, de se raccrocher à la vie et de survivre. Et rien que pour ça, en tant que personne handicapée visuelle, je vous en remercie. Et il y a eu le film Patient. Et le film Patient, bien évidemment, que j'ai été voir parce que le sujet m'interpellait. Les acteurs jouaient très bien et je souhaite que vous ayez vraiment un prix parce que ça serait largement mérité. En plus, ça a été un beau succès cinématographique. Vous avez fait combien, 1 million? Conclure, moi j'ai juste un constat à faire. Je trouve que votre livre fait du bien, vu la période ambiante. Vraiment, il permet de méditer alors sur les sujets essentiels, les principes de la vie, la mort, la vieillesse. Moi, j'ai été très touchée par le passage, entre autres, parce que j'adore la philo, sur le courage qu'on doit avoir face aux difficultés de la vie et face à la maladie. Et moi, je voudrais juste une toute petite question, parce que j'ai pas pu m'exprimer, savoir quelle est la valeur principale que vous, dans votre vie quotidienne, vous essayez de mettre en œuvre pour essayer de vous améliorer. Il y a des vertus diverses et multiples, mais je pense que quand on va au bout d'une seule vertu, on est totalement vertueux. Donc il n'y en a pas une pour vous qui ressort plus? Le courage est important, mais ça dépend des moments de la vie. C'est-à-dire il y a des moments où quand vous avez 20 ans, le courage c'est moins important que quand vous êtes devant la maladie, la souffrance, la douleur, le deuil, quand votre corps part en morceaux, quand vous perdez vos grands-parents, vos parents, quand vous perdez un compagnon, une compagne, un ami, etc. Évidemment, à ce moment-là, le courage est quand même nettement plus important que le sens de la parole donnée. Moi, j'estime par exemple que le sens de la parole donnée, c'est quelque chose de majeur. Dire ce à quoi on s'engage, tenir ce à quoi on s'est engagé, c'est extrêmement important. Pièce, elle m'a fait rire parce qu'elle pointe vraiment les failles qu'on a tous. À partir du moment où on ne se rencontre pas à l'âge de 15 ans, on arrive tous avec nos dossiers. On a tous des difficultés, des névroses et on comprend vite parce que c'est une pièce très optimiste mais qui ne l'est pas tant que ça quand on se rend compte du vécu de vos personnages. Alors vous êtes surprenante. On va rien dire sur le vécu. Non, je ne vais pas spoiler. On l'apprend peu à peu pendant la pièce. De vos différences, vous en faites tous une force parce que, à la base, comme beaucoup d'entre nous, vous n'étiez pas fait pour vous rencontrer. Il n'y a rien qui, dans vos vies, faisait un lien, en fait. Et vous, en tant que Cato coincé, qui ne l'est pas tant que ça, parce que vous êtes un peu graveleuse, je me le permets, vous êtes extrêmement surprenante. Vous aussi, vous êtes d'une justesse. Moi, j'ai apprécié tous les comédiens. J'ai vraiment une petite préférence pour le petit jeune que j'ai trouvé excellent aussi. On peut citer Mounira Mamra. Voilà, je ne me souvenais plus de son nom. Éric Viellard, on vient d'en parler, qui joue le pote un peu. Voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment aussi une pièce très actuelle parce que bon, on parle des réseaux, ça tu l'as évoqué donc je peux le dire, de la PMA, donc tout ça est frais et en même temps ça nous fait à nous poser des questions sur nos propres vies. T'es en train de dire ça change de Fédo et de la biche quoi en fait. J'aime beaucoup ça, aussi, mais oui parce que là en fait tu peux te projeter, c'est ça, dans quelque chose de très actuel et de sociétal. Cette pièce, alors évidemment c'est dans un univers différent, mais en termes de huis clos m'a fait penser à Cuisine et Dépendance. Oui c'est vrai,
Et j'aurais D'ailleurs, aimé il y a savoir- Bakri et Jaoui qui sont venus et qui ont adoré la pièce. Ah, bien Bakri et Jaoui, ouais. Ils sont venus dès le deuxième ou troisième soir, quoi, et ils étaient vraiment emballés. Et ils se sont un peu retrouvés, c'est vrai, dans cette génial, écriture. j'ai un bon instinct parce que franchement, ça m'a fait penser à ça immédiatement et je me suis dit il faut l'adapter au cinéma. Ah, Parce que ça peut être un Isabelle film Bernard. populaire dans le bon sens du Alors, terme. déjà dans les C'est tuyaux. Yvan, il faut Ah, c'est demander à Yvan, Yvan. Alors je fais la demande Mais à Yvan. Thierry Voilà. Lhermitte est venu avant-hier et lui, ce qui lui est venu, c'est un côté pagnol dans la pièce. Sachant Un que petit tu aimes peu la pagnol, politique, voilà. tu es un Gueule. citoyen engagé sur les questions d'homosexualité, homophobie, écologie. Si on te proposait un poste, qu'est-ce que tu aimerais faire? Président. Qu'est-ce qui te tenterait si demain le président Macron Moi, j'aimerais bien être sur tout ce qui est le travail des quartiers. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un vrai travail à faire. À chaque mandat, on nous explique qu'on va mettre le paquet sur les Sur la quartiers ville, pour ouais. faire en sorte de désenclaver les gens. Si tu veux, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu es élevé et tu grandis dans une cité, avec la politique qui est faite en ce moment, celle qu'on hérite, de l'éducation nationale, moi j'ai grandi, tu vois, dans une ville à Deuil-la-Barre, dans 95, où, si tu veux, il y avait un collège, et ce collège se mélangeait aussi bien les petits bourges de la ville que les gens de la cité. Et si tu veux, il y avait une mixité qui faisait qu'à un moment, tu pouvais t'élever socialement, intellectuellement et aspirer à autre chose parce que tu étais mélangé.